commencer. Il faut mettre un masque. Ceux qui ne l'ont pas, veuillez mettre votre masque, y compris dans la salle. Ce sont les nouvelles directives. Alors voilà, aujourd'hui, vous savez que l'ABP, depuis très longtemps, parle d'apartheid, grâce à des rapports du HWR et de B'Tselem. Tout d'un coup, le monde s'est réveillé en disant « Ah oui, finalement, l'apartheid existe ». Et ce mot qui semble être un grand mot doit être vraiment promu, puisque même dans des organisations de solidarité, on a du mal à le prononcer et on tâche de mettre ce mot sous le boisseau. Donc c'est aujourd'hui qu'on va, cette journée de droit inaliénable du peuple palestinien, on va mettre l'accent sur la réalité de cet apartheid et en même temps sur la situation générale dans les territoires palestiniens. Je voulais faire juste une petite remarque parce que des amis palestiniens... Oui, parce que des amis palestiniens m'en ont fait la remarque. Ils me disent, on parle d'apartheid, c'est bien, mais est-ce qu'on n'oublie pas l'occupation? Alors je crois qu'il faut mettre le point là-dessus, c'est que parler d'apartheid, c'est évidemment ne pas oublier l'occupation, mais c'est permettre aussi au public de voir qu'en Israël, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, l'apartheid existe aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux femmes extraordinaires. Pour Leïla, qui est, je ne pense pas vraiment nécessaire de présenter, mais qui était quand même la représentante de la Palestine en Belgique après avoir été en France, et qui, comme vous le savez, bien qu'elle ne soit plus représentante de la Palestine, continue son combat. Leïla, merci mille fois d'être venue. Et de l'autre côté, nous avons Rania Moharem, qui a travaillé à Al-Haq quand elle était en Palestine et qui aujourd'hui est en Irlande et fait une thèse au Centre des droits de l'homme en Irlande. Alors, mille merci. Je pense que vous l'avez déjà vu aussi dans un des webinaires que l'association belgo-palestinienne avait mis sur Facebook pendant notre période de confinement. Alors, Rania, si tu veux bien commencer par nous faire une petite présentation au niveau juridique de tout ce que tu veux sur l'apartheid, pour qu'après ça, Leïla nous remette la situation générale de ce qui se passe en Palestine. Super, merci. Tu as un micro à toi. Vous m'entendez? Okay. Bonsoir tout le monde et je tiens à remercier l'ABP aussi pour cette invitation et d'avoir organisé cette conférence. Donc vous avez déjà entendu l'apartheid tombe dans un contexte plus large, c'est le contexte de la colonisation et de l'occupation prolongée en Palestine. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui parce que je fais mon doctorat sur le concept d'apartheid et son applicabilité en Palestine en particulier. Et donc l'apartheid, pour commencer très brièvement, c'est un concept juridique, c'est reconnu comme crime contre l'humanité. Et donc on a une définition de l'apartheid dans une convention de 1973, c'est la convention contre l'apartheid, et dans le statut de Rome, bien sûr, de la Cour pénale internationale. Et donc l'apartheid est reconnu comme ce crime international et qui est défini comme un système institutionnalisé, un régime institutionnalisé d'oppression systématique raciale et de domination raciale par un groupe contre un autre et avec l'intention de maintenir ce régime. Donc c'est beaucoup d'éléments, comme vous l'entendez, mais ces éléments sont applicables en Palestine. On commence à voir beaucoup d'organisations qui le reconnaissent. Al-Haq, c'est une des organisations avec laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans avant de commencer le doctorat. Mais on a beaucoup d'organisations partenaires qui reconnaissent l'apartheid aussi, et bien sûr, on a des organisations internationales aujourd'hui qui le reconnaissent. Donc, ce que j'aimerais bien dire aujourd'hui, c'est que déjà, l'apartheid, ce n'est pas un concept nouveau pour parler de Palestine. Et ce n'est pas un concept qui est accidentel, ni quelque chose qui vient tout seul tout d'un coup. Donc, c'est quelque chose qui vient dans un contexte institutionnalisé où la colonisation est déjà bien systématique, et donc c'est un contexte dans lequel les Palestiniens sont constamment opprimés, où le déni des droits collectifs est systématique, en particulier le droit à l'autodétermination et bien sûr le retour des réfugiés dans leurs terres.
Et donc je commence avec ce premier point, c'est celui de la colonisation, parce que c'est aussi dans le titre. La colonisation dans le cas de la Palestine prend une forme particulière, c'est la forme de colonisation de peuplement. Et donc on comprend que l'intérêt principal, l'objectif a toujours été le même dans la colonisation sioniste depuis plus d'un siècle, c'est celui de remplacer, de déplacer et de remplacer le peuple palestinien sur ses terres. Et c'est quelque chose qu'on voyait auparavant, par exemple, en Afrique du Sud, avec la colonisation européenne qui a donné lieu au système d'apartheid. Et donc, il faut rappeler donc que l'apartheid ne déplace pas cette colonisation, mais la renforce et la maintient de manière à ce que les Palestiniens puissent ou ne puissent plus mettre fin à ce régime ou ne puissent plus au moins essayer d'en faire face dans les moyens juridiques qui sont disponibles. On a déjà entendu je pense que c'était Mélanie qui en a parlé et Alexis, vous avez parlé des attaques contre les 6 organisations palestiniennes. J'aimerais passer sur ça aussi parce que je pense que c'est essentiel. Par exemple, la Convention de 73 contre l'apartheid reconnaît qu'un des actes inhumains d'apartheid, c'est la persécution d'individus ou d'organisations parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Donc c'est exactement ça ce qu'on est en train de voir dans le cas de la Palestine. On est en train de voir que les défenseurs des droits de l'homme sont systématiquement attaqués. C'est des attaques qu'on voit depuis longtemps contre les opposants politiques et c'est quelque chose qui est institutionnalisé depuis la Nakba. Une Nakba qui, je ne dois pas le rappeler, est continue parce que les Palestiniens continuent on les prévient de revenir dans leur terre et dans leur domicile. Et on leur interdit le droit collectif à l'autodétermination. Donc c'est une Nakba qui continue et qui empêche les Palestiniens d'avoir ces droits inaliénables d'en jouir et d'en profiter pleinement. Donc les attaques contre la société civile palestinienne doivent être comprises dans ce contexte, qui est d'ailleurs systématique. Ce n'est pas une attaque, mais une attaque qui forme partie d'une campagne plus long terme, une campagne qui vise les défenseurs des droits de l'homme, qui par exemple à travers les détentions arbitraires des défenseurs ou de ceux qui travaillent dans les organisations palestiniennes, l'interdiction de voyage que nous voyons des défenseurs aussi, et maintenant la révocation des résidences, comme vous l'avez entendu dans les introductions. Donc ce sont des tactiques qui forment partie de ces actes inhumains, dont l'apartheid est un régime global qui nous permet de faire face à ce régime avec les outils juridiques que nous avons. Donc la Cour pénale internationale est un de ces outils et elle mène maintenant une enquête en Palestine. Cette enquête, elle peut comprendre le crime d'apartheid et elle devrait comprendre ce crime, mais aussi le crime du transfert des populations que nous continuons à voir avec le déplacement des Palestiniens et leur remplacement avec les colons israéliens dans les colonies illégales. Donc ce sont des mesures que nous devons commencer à voir, je pense qu'on va en parler de cette façon. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette criminalisation voilà, des organisations palestiniennes récentes, elle doit être comprise dans ce contexte d'impunité institutionnalisée et générale qui continue à permettre à ce que des crimes présumés de guerre et crimes contre l'humanité sont commis avec impunité et sans rendre justice aux victimes palestiniennes. Je pense que je vais arrêter là, on va continuer à parler d'autres thèmes. Et on posera les questions après. C'est ça. Oui, là. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur de retrouver tous vos visages, dont je connais une grande partie, puisque j'ai eu la joie de travailler pendant 10 ans à Bruxelles et que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de revenir pour vous revoir, pour parler, pour discuter, pour écouter, pour partager avec une nouvelle génération comme Rania, Moharib, parce que je trouve que ce le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a des générations et des générations qui continuent, que votre travail investi dans la solidarité ne s'arrête pas à une génération, malheureusement, puisque la victoire n'est pas acquise encore, mais qu'il y a des générations qui probablement auront plus de succès que nous lorsqu'ils continueront. Alors moi, on m'a demandé de parler plus du côté, disons, politique, diplomatique, international,
Et j'ai réfléchi à cette date, qui est donc le 29 novembre 1947, le plan de partage, qui a décidé de la date de la journée internationale. Alors la journée internationale, c'est 1977. Donc jusqu'en 1977, il n'y avait rien qui disait qu'il y avait un moment particulier à célébrer. C'est très important parce que ça, c'est le vote de la résolution du partage de la Palestine, la résolution 181, qui est la résolution qui a légitimé la création d'un État juif en Palestine, c'est comme ça que c'est dit dans la loi, et un État arabe, sauf que l'État juif, il est né, l'État arabe, il n'est jamais né. Mais en 1948, lorsque Yasser Arafat décide à Alger de déclarer un État palestinien, 88, et lorsqu'il décide de le faire, il le base aussi sur la résolution 181. C'est-à-dire que c'est la seule résolution commune aux deux peuples et aux deux instances politiques. Alors, beaucoup de gens, comme a dit d'ailleurs Rania, se demandent, est-ce que cette cause, moi je l'appelle cause, tout à l'heure Alexis disait, ou bien toi tu disais que ce n'était pas vraiment un conflit, ou notre ami du mouvement chrétien et syndicaliste disait que c'est vrai, il ne faut plus dire conflit, c'est pas une guerre, c'est pas un conflit. Pour moi c'est une cause, ou c'est un combat de décolonisation, mais c'est sûrement pas un conflit, parce qu'un conflit c'est entre deux États et nous ne sommes pas un État. Pour moi c'est une cause, et je pense que ce mot cause est très important pour expliquer pourquoi elle reste un mot central. Et je crois que c'est un de vous trois qui ont parlé au début qui a dit que c'est parce qu'elle a je pense que ça c'est Alexis, c'est parce qu'elle a cette symbolique d'une cause de toutes les injustices, de toutes les violations, de toutes les dépossessions, de tous les échecs des décolonisations, qu'elle est devenue emblématique d'une lutte internationale, inclus la vôtre. Et je pense qu'en ça, nous pouvons dire que nous avons fait du chemin. Et donc, je dirais qu'elle a acquis un statut très légitime, la cause palestinienne. La preuve, c'est que vous êtes là, qu'il y a comme vous dans toutes les villes d'Europe et des États-Unis et beaucoup en Afrique et en Asie, des militants qui considèrent que c'est aussi leur combat. Mais je dirais que le monde a tellement changé depuis 67, depuis 48, qu'on ne peut pas faire fi des conditions pour la solution de cette cause. Parce que la solution ne peut pas venir uniquement des Palestiniens ou des Palestiniens et des Israéliens ou des Palestiniens et des Israéliens et des Européens. Elle doit venir d'un consensus international. Rappelez-vous, pendant la guerre froide, c'était entre l'Union soviétique et l'Américain, puis on nous a dit maintenant, après 89, c'est un nouvel ordre mondial extraordinaire. On a vu que ça n'a rien donné, et aujourd'hui, on voit réellement l'effondrement de toute tentative de solution. Et ils se moquent de nous, inclus à l'Union européenne, lorsqu'ils nous disent, oui, on est pour les deux États. Mais quels deux États? La colonisation n'a pas laissé d'espace pour un État palestinien. Et donc, faire cette langue de bois, de continuer à dire, c'est vraiment pour se disculper, parce qu'ils n'ont pas d'autres projets alternatifs. Et donc, je dirais que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qu'il faut garder en tête, parce qu'une solution va devoir prendre en considération les nouvelles puissances régionales. Par exemple, la Turquie. La Turquie n'était pas une puissance régionale il y a 25 ans, lorsqu'on a fait Oslo. Les Émirats arabes unis, vous imaginez un pays où il y a quelques centaines de milliers de citoyens et la plupart sont des travailleurs immigrés qui ne sont pas émiratis, aujourd'hui joue un rôle stratégique, même fait la paix avec Israël, parce que soi-disant elle était en conflit avec Israël, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pour dire la place qu'elle prend dans le système géostratégique, militaire et sécuritaire, comme le Bahreïn d'ailleurs aussi. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, nous avons des nouveaux paradigmes qui nous obligent à changer la lecture. Et je trouve que c'est stupide de continuer à dire uniquement des négociations. Maintenant, on nous sort le quartet. Le quartet, il a déjà s'est cassé la gueule il y a 25 ans. Pourquoi revenir au quartet? Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est, et Rania l'a dit, de protéger la société civile palestinienne. Et tout à l'heure, Mélanie disait ça par rapport à l'activité solidarité socialiste, mais tous les autres intervenants, le mouvement chrétien, la FIDH, l'ABP, je pense que, d'une certaine manière, Rania, le fait qu'il vous ait déclaré, vous 6 terroristes, ça montre que c'est important. Parce que pendant des années, moi j'ai travaillé 10 ans ici, on disait les ONG, la société civile, baratiner autant que vous voulez, vous et l'ABP, c'est pas important.
Ben, si ce n'est pas important, pourquoi ils s'en prennent à vous? Comme par hasard, ils s'en prennent à vous, pas à l'autorité palestinienne. Donc ça veut dire que quelque part, ils réalisent que les ONG palestiniennes, avant tout les palestiniennes, parce qu'on ne peut pas demander aux ONG internationales d'être plus palestiniennes que la Palestine, qu'elles sont importantes. Et moi, je dirais juste une phrase, que je discutais d'ailleurs déjà avec Raji Sourani et avec Jabbarine, c'est que le moment choisi pour accuser Salah Hamouri, avocat, et les 6 ONG, et même le Conservatoire de musique de Jérusalem, d'être tous dans un réseau du Front populaire de libération de la Palestine, qui a eu recours dans le temps à la lutte armée, mais qui ne fait plus d'action militaire, ça veut dire que c'est la preuve qu'ils sont terroristes, et que donc ils n'ont plus le droit de travailler, et que toute personne qui travaille avec eux a, sur le plan juridique, Alexis vous le précisera, le droit d'être accusé d'être un collaborateur de terrorisme. Pourquoi? C'est pas seulement qu'ils vous prennent au sérieux pour le travail, parce que la CPI est à la porte, et que la CPI ne peut qu'enquêter avant de juger. Qui va enquêter? Leila et Marianne et Rania? Non, il faut que ce soit des gens sur place qui ont de la crédibilité, qui ont de la légitimité pour amener les résultats de l'enquête qu'ils vont donner aux juges, lesquels juges devront décider si ce sont des crimes de guerre ou pas. Et donc je pense que derrière, il y a réellement tentative de museler. Mais ce n'est pas seulement la société civile palestinienne qu'on veut museler. On veut aussi museler les sociétés civiles arabes. Et il ne faut pas séparer le mouvement social, le mouvement politique, le mouvement militant dans nos sociétés arabes du mouvement palestinien. L'intifada était un printemps aussi. Son nom, il s'appelait Intifada. Après, vous avez eu celle que vous connaissez en Tunisie, en Syrie, en Égypte. Et après, vous avez eu ce qui est suivi après, en Irak, en Algérie, au Liban. Et donc, il y a une revendication pour la santé. Pour la santé, il y a une revendication dans les milieux sociaux, dans les sociétés du monde arabe. Je pense que les ONG européennes qui travaillent comme vous là-bas doivent le sentir. Et elle est surtout parmi 2 secteurs. 1, les femmes, et 2, les jeunes. Et là, vous avez un bon exemple avec Rania. Et donc, je pense réellement qu'il faut rester très vigilant par rapport à cette violation des droits des sociétés à travers vos associations, de continuer à travailler avec les gens là-bas. Moi, d'ici, je vais en France, en Bretagne, parce que aussi à Saint-Brieuc, comme avec vous, il y a des travails d'échange et de combat commun. Deuxièmement, je pense que pour pouvoir réellement un peu s'éloigner de l'actualité palestinienne qui est harcelante, qui est tellement lourde, quelquefois on reste dans le détail et on oublie le temps long. Or, la Palestine, c'est comme le Vietnam, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie. C'est des combats très longs parce qu'ils sont difficiles et ils ont contre eux ce qu'on appelait l'impérialisme américain et l'hégémonie soviétique. Et maintenant, on a de nouveaux termes qui sont aussi graves, qui sont les puissances locales, comme je dis, comme l'Iran, comme la Turquie, comme l'Arabie saoudite. Et donc, je dirais que c'est très important d'avoir ces moyens d'alerter l'opinion publique que sont les juristes et les associations des droits de l'homme. Pour moi, vous êtes des lanceurs d'alerte. Vous savez, dans le temps, on avait demandé qu'il y ait des observateurs civils qui soient protégés par les Nations Unies pour aller voir ce que l'armée israélienne fait dans l'occupation à Hébron, à Naplouse, et bien sûr les Nations Unies n'ont jamais voulu envoyer quiconque. Ils ont envoyé quelques casques sans même bâton à Hébron et ils n'ont rien fait. On a fait des missions civiles, vous vous rappelez, avec José Bové et compagnie. Et bien maintenant, à mon avis, c'est vous, les observateurs. Ça veut dire que c'est vous qui, en allant sur place, vous pouvez alerter et, étudier sur le plan juridique, parce que nous n'avons pas les moyens de le faire tout seul. Ce travail de dénonciation, mais avec une base réellement sérieuse des violations. Et je voudrais rendre hommage en Belgique en particulier, puisque je suis là, au professeur Jean Salmon, à Éric David et à François Dubuisson, qui ont fait beaucoup ce travail, que ce soit à propos du commerce, à propos de la répression, après de l'expulsion, à propos de la législation. Mais aussi le tribunal Russell qui a, sous l'égide de Pierre, pendant 3 ou 4 sessions, vraiment montré le mécanisme avec vraiment un bureau de jurés très important
et saluer Stéphane Hessel, qui était le président de ce tribunal, mais aussi l'ABP et toutes les associations, parce que quelquefois vous pouvez être découragé, me dire oui, mais ça fait des années qu'on répète la même chose, on n'avance pas. Malheureusement, les grandes causes sont difficiles à résoudre, mais il faut que vous compreniez que je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau de la connaissance de la situation. Mais je voudrais aussi rendre hommage à des associations israéliennes comme Breaking the Silence et B'Tselem, très important, et quelquefois je redoute que dans la vague de boycott, on boycotte aussi nos amis israéliens. La FIDH, Alexis est là pour la représenter, j'étais avec lui il y a quelques semaines pour faire l'éloge funéraire de notre ami disparu Michel Toubiana, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, belge et française, et aussi Human Rights Watch, parce que je pense que ce travail est indispensable pour nous. Et donc, je dirais que, comme je l'ai dit, que la cheville ouvrière, qui sont vos partenaires réellement, c'est eux. Ça veut dire Al-Haq, ça veut dire le Palestinian Human Rights Center de Gaza, ça veut dire l'organisation Ad-Damir, ça veut dire DCI, tout ce qui, ça veut dire Bissan, tout ce qui ne sont pas des partisans de partis politiques. Nous sommes sortis de cette période. Nous sommes sortis de la période idéologique où il y avait des partis politiques et une ONG qui était la cliente du parti. Le FPLP avec son ONG, le Fatah avec son ONG, le parti. On est sortis de ça. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de partis politiques. Ils veulent leur propre mouvement. Ils veulent vraiment aller à la base. Ils n'ont plus envie qu'on leur fasse des discours idéologiques nationalistes comme ça, abstraits. Ils veulent résoudre les problèmes que les jeunes gens posent. L'emploi, le droit à voyager, le droit à être libre. Et donc, je pense que tout ce travail se fait avec vous. Alors, pour essayer de peut-être résumer, parce que le temps passe et je suis certaine que vous avez plein de questions, je laisserai à plus tard l'analyse, mais je vais peut-être finir avec celle-là parce que personne ne la fera que moi. Je ne vais pas parler de la, disons, de l'échec, des échecs historiques du mouvement palestinien, bien que j'ai bien envie de vous en parler, mais vous me demanderez des questions, j'espère. Je voudrais parler surtout de l'échec du dernier mouvement, ça veut dire de l'autorité palestinienne, puisqu'elle est issue d'Oslo. Avant, il n'y avait pas d'autorité palestinienne, il y avait l'OLP. Et je pense que nous avons vécu un vrai échec. J'ai fait partie de cette autorité pendant 24 ans. Mais j'ai le sentiment que, on peut dire aujourd'hui, elle devrait avoir le courage de dire, et je le dis devant mon ami Hassan Balawi, elle devrait avoir le courage de le dire, parce que tout le monde n'est pas sans commettre des erreurs, et tous les dirigeants politiques du monde, inclus Mandela, en a fait. Nous avons été manipulés dans Oslo. Nous avons été manipulés dans Oslo parce que, et c'est pour ça que je voulais parler de l'histoire, mais ça ne fait rien, vous me demanderez peut-être après, lorsque vous avez été, depuis votre fondation, et le mouvement révolutionnaire palestinien qui réclame un État et un État démocratique et laïque, pas deux États, la revendication palestinienne, lorsqu'en 1947, comme aujourd'hui, on a refusé le plan de partage, la vérité, c'est que Jamal el-Husseini a dit « Nous voulons un État démocratique et laïque pour tous, pour chrétiens, musulmans et juifs, et faisons-le ensemble. » On les a envoyés balader en leur disant « Non, non, c'est beaucoup mieux que vous fassiez deux États, parce que ça arrangeait les Britanniques, et les Français, et même les Soviétiques. » Mais, donc, si vous voulez, il y a une telle urge, on dit en anglais, il y a un tel besoin de solutions pragmatiques, de solutions pour les gens, que lorsqu'on nous a dit le monde a changé, il est aujourd'hui, après la guerre froide, il n'y a plus de zizanie entre l'Union soviétique et américaine, on a été assez naïf pour croire à la conférence de Madrid, puis à la négociation secrète à Oslo, puis à un accord qui, au lieu de mettre fin à l'occupation, l'a consolidé, puisqu'il a divisé les territoires en A, B et C. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que je pense que l'autorité est totalement délégitimée aux yeux de sa population. Elle est toujours légitime à Bruxelles, et à Washington et à Londres. Mais quelle importance d'être légitime aux yeux des Américains, des Européens et des Israéliens si elle n'est pas légitime aux yeux de son propre peuple? Elle ne l'est plus. Et pourquoi elle ne l'est plus? Elle ne l'est plus parce qu'elle ne s'est pas comportée ni comme une vraie autorité, puisqu'elle est sous la botte israélienne, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique
ou sur le plan politique, et surtout, elle n'a plus la possibilité de prétendre qu'elle défend un truc national. Ça s'appelle autorité nationale. Donc, elle n'a pas d'autorité, elle n'est pas nationale, puisqu'elle est uniquement dans les petites poches où l'autorité vit. Elle ne fait rien pour Gaza, elle ne fait rien pour Jérusalem-Est. Comment elle peut être nationale? Elle ne fait rien pour les réfugiés qui sont 6 millions de Palestiniens. La majeure partie des Palestiniens sont à l'extérieur. Donc, à mon avis, et je ne suis pas de ceux qui demandent la dissolution, on ne dissout pas quelque chose pour lequel on a lutté un siècle. Mais en tout cas, on n'a même pas besoin de dissoudre. L'histoire fait que cette structure ne répond plus aux besoins des gens, et les gens, et cette nouvelle génération, amènera d'autres structures dont je vous parlerai si on a encore le temps. Mais je voulais dire que, pour moi, l'avenir dépendra beaucoup de sa génération à elle, mais aussi de la même génération, pas seulement dans les territoires occupés, mais aussi dans les camps de réfugiés et aussi dans la diaspora dans le reste du monde, inclus bien sûr l'Europe, la Belgique, le Canada, les États-Unis et les pays arabes. Merci beaucoup, Leïla. Des propos sur ce qu'est l'apartheid. Est-ce que maintenant tu pourrais nous être plus précise et nous décliner dans les différents aspects, c'est-à-dire Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza et même la diaspora, puisqu'on peut parler aussi d'apartheid dans ce cas-là. Absolument. Donc merci Leïla pour cette présentation très importante. Leïla a mentionné le tribunal racial, j'aimerais le mentionner aussi parce que c'est ce tribunal qui en 2011 avait conclu que l'apartheid était un système intégral, il avait décidé, qui est commis contre le peuple palestinien dans son ensemble, et c'est très important. Donc il a parlé d'un système qui vise les Palestiniens où qu'ils résident, que ce soit les Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte, les Palestiniens dans les territoires occupés depuis 1967, et les réfugiés, bien sûr, en exil, à qui le droit au retour est interdit. Donc j'aimerais en parler parce que la question de fragmentation est essentielle pour comprendre ce que c'est l'apartheid israélien. Donc en 2017, il y a eu un rapport de l'ESCOA, c'était la commission de l'ONU économique et sociale pour l'Asie occidentale, qui avait été écrit par 2 professeurs, un rapporteur spécial auparavant à l'ONU, le professeur Richard Falk, et Virginia Tilly, qui avait écrit ce rapport sur l'apartheid publié par l'ONU, qui a été retiré du site le même jour, si vous vous en rappelez. Et donc ce rapport avait conclu que la fragmentation des Palestiniens dans les différentes parties où ils se retrouvent géographiquement est un outil principal de cet apartheid et de la ségrégation raciale. Et donc j'aimerais un peu expliquer ce concept parce que je pense qu'il est essentiel pour comprendre le régime dans sa globalité. Et donc la fragmentation, elle fonctionne non seulement géographiquement, mais aussi juridiquement. C'est-à-dire que les Palestiniens, dans chaque catégorie ou dans chaque partie où ils se trouvent de la Palestine ou en exil, tombent sous un régime juridique spécial. Donc on parle par exemple de l'intérieur de la ligne verte où les Palestiniens portent une citoyenneté israélienne et donc ce qui s'applique à eux, c'est la loi civile israélienne. En revanche, on a les Palestiniens de Jérusalem, plus ou moins 350 000 Palestiniens, qui portent une résidence soi-disant permanente, mais comme on l'a entendu déjà, peut-être révoquée pour des raisons politiques, ou parce que, par exemple, les Palestiniens n'ont pas satisfait ce que les autorités d'occupation nomment le centre de vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à Jérusalem ou qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils habitent dans Jérusalem. Et donc ils ont cette résidence permanente, et ce qui s'applique à eux, c'est cette loi de la résidence permanente. Et puis on a les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui s'applique la loi militaire israélienne. Donc une loi militaire qui, comme on le voit, à travers les ordres militaires par exemple, on peut arrêter les Palestiniens, fermer ou raider les bureaux, par exemple des organisations, etc. Et donc ce qui s'applique à eux, c'est cette loi militaire. Et finalement, les Palestiniens, la plus grande catégorie de Palestiniens, bien sûr, ce sont les Palestiniens en exil, qui sont soit réfugiés dans la région, y compris en Cisjordanie et à Gaza et dans Jérusalem,
ou en exil ailleurs dans le monde, mais à qui on interdit le droit au retour. Donc pourquoi est-ce que c'est essentiel de parler de cette fragmentation? Parce que la loi israélienne qui consacre cet apartheid, ce régime d'apartheid, c'est cette loi qui empêche vraiment aux Palestiniens de pouvoir vivre ensemble, de se rencontrer, de faire un regroupement familial par exemple. Et donc, c'est cette fragmentation qui les empêche de jouir de ces droits fondamentaux collectifs, l'autodétermination étant la plus importante et la plus générale. Et donc, les lois israéliennes dont on parle, ce n'est pas seulement la loi de 2018 dont beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler, la loi de l'État-nation du peuple juif. C'est une loi qui consacre dans les fondements de l'État, les fondements constitutionnels, l'idée que le droit à l'autodétermination est exclusif, soi-disant au peuple juif, et donc le droit à l'autodétermination n'est pas reconnu pour le peuple palestinien. Et ce qui est encore plus important, c'est que cette loi elle dit que la colonisation juive est une valeur nationale qui doit être défendue par cet État et donc qui doit informer toute loi qui va être promulguée par n'importe quel gouvernement qui va venir. Et donc ce que ça veut dire, c'est que cette réalité de la colonisation de peuplement juif exclusive est une valeur nationale, et donc la ségrégation raciale et la colonisation illégale sont ce que le gouvernement israélien maintenant, mais aussi l'État en général, va chercher à promouvoir. Mais je dis que ce n'est pas la seule loi parce qu'en fait, ce n'est pas une réalité qui existe depuis 2 ans, et donc c'est pour ça que c'était bien de rappeler auparavant que l'apartheid existe depuis bien plus longtemps, depuis les premières lois qui ont été promulguées par l'État israélien après 1948, donc après la Nakba. Et là, je parle de 2 lois principales, la loi de 1950 qui s'appelle la loi du retour et la loi sur la propriété des absents. Et ces lois font quelque chose d'essentiel, c'est qu'elles font une distinction très claire dans la loi israélienne entre juifs et non-juifs, c'est-à-dire que les Palestiniens, qui sont le peuple indigène dans la terre de Palestine, sont reconnus en tant que non-juifs, soi-disant selon la loi, et donc ne jouissent pas de droits fondamentaux. En même temps, on a la loi de 1950 sur le retour qui parle d'un droit exclusif à toute personne juive de venir en Palestine, d'habiter, de coloniser le territoire et bien sûr de recevoir la citoyenneté. En même temps, c'est une loi qui interdit aux Palestiniens de retourner dans leur terre. Et donc, avec la loi sur la propriété des absents, on avait aussi la confiscation de la majorité des terres et des propriétés des réfugiés. Et donc, un système complètement différent pour les Palestiniens que celui que nous voyons aujourd'hui, qui privilège les colons juifs, qui les permet de continuer à coloniser. Et c'est à travers ce mécanisme que, par exemple, les réfugiés en particulier sont exclus du système législatif et juridique israélien. Et donc, c'est par ce mécanisme qu'ils sont interdits de retourner et d'exercer leurs droits fondamentaux inaliénables. Et c'est donc cette fragmentation qui contribue de manière directe à ségréguer les Palestiniens, les séparer, juridiquement mais aussi politiquement, et donc à continuer de les empêcher d'avoir le droit à l'autodétermination respecté. Oui, Rania, donc là tu nous as donné un portrait très juridique, mais toi-même en tant que Palestinienne, est-ce que tu peux nous donner des exemples de cet apartheid vécu? Parce que bon, ça reste quand même très théorique, et donc si tu voulais bien... Absolument. Donc moi personnellement, j'ai... oui, donc... Je sais que je parle pas dans mon micro, c'est... Ah non, ça va. Non, l'aperçu personnel est important aussi, c'est Marianne. Et donc je donne un exemple. C'est par exemple les interdictions de voyage entre les parties de la Palestine occupées. Par exemple, je travaillais à Ramallah avec Al-Haq, je voyageais depuis Jérusalem tous les jours à travers les checkpoints. C'est un des exemples pour montrer les obstacles auxquels font face les Palestiniens. On a aussi le problème du regroupement familial qui est essentiel. Donc les Palestiniens qui portent différentes cartes d'identité, qui ne peuvent pas, par exemple, habiter à Jérusalem. C'est ainsi qu'ils sont obligés de vivre dans la Cisjordanie sans, ce qui peut les mettre en risque d'avoir leur résidence à Jérusalem révoquée.
Ce sont des cas que j'ai vécu personnellement parce que j'ai travaillé avec Al-Haq, cette ONG des droits de l'homme palestinien, pendant 4 ans, où on a vu tous ces cas qui continuent à venir à l'organisation, que ce soit Al-Haq ou d'autres ONG palestiniennes, à chercher de l'aide juridique. Mais en même temps, on a un système général d'apartheid qui empêche que ce soit un système dans lequel on puisse chercher de la justice. Et je suis d'accord avec ce qu'Alexis disait tout à l'heure, que ce n'est pas une cour suprême de justice, c'est une cour qui continue à renforcer et à renforcer l'occupation, bien sûr, et à empêcher les Palestiniens de chercher toutes sortes de justice dans ce système. Et toi-même, tu es palestinienne de Jérusalem? Moi, je suis palestinienne de 48. Ce sont ce qu'on appelle les Palestiniens qui sont restés en 48 dans le territoire à l'ouest de la ligne verte. Et je viens d'une famille qui a été déplacée à l'intérieur du pays. Et donc, notre situation est similaire à la situation des réfugiés. Mais nous portons cette citoyenneté qui ne nous donne pas le droit à l'autodétermination non plus et qui ne nous donne pas des droits fondamentaux en tant que Palestiniens. Oui, donc par exemple, si tu épousais quelqu'un de Cisjordanie ou de Gaza, c'est foutu. Je ne peux pas aller à Gaza. Voilà. Mais c'était des exemples comme ça qu'il faudrait montrer pour qu'on comprenne dans la réalité de... Absolument, oui. Alors, il y avait une autre question qui se posait aussi, vu l'actualité, et vu ce que l'autorité palestinienne a fait comme répression, notamment avec Banat. Et donc, on aimerait avoir une analyse. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que ça signifie pour les Palestiniens? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'autorité? Quels sont les enjeux de cette oppression, cette répression qui se fait sur... Oui, tout simplement la défense d'un pouvoir politique, malheureusement. Comme dans l'évolution de la plupart des régimes, il n'y a qu'à voir l'évolution de l'FLN algérien, de l'ANC sud-africaine. À un moment donné, même si on a été pendant une certaine période révolutionnaire et qu'on a défendu un peuple, une liberté, des principes, lorsque l'attrait du pouvoir et le pouvoir, je ne parle pas du pouvoir seulement politique, mais financier, économique, devient plus important que la cause elle-même, on se met à servir son pouvoir. Et malheureusement, les structures fabriquées à partir d'Oslo, qui donnaient soi-disant l'illusion qu'on a un parlement, qu'on a un gouvernement, on ne peut pas avoir ni un parlement, ni un gouvernement, ni même des élections démocratiques sous occupation militaire. Surtout lorsque l'occupation militaire se fait avec une coordination sécuritaire avec la puissance occupante. Ça veut dire c'était tellement pernicieux et tellement malsain de rédiger les accords d'Oslo de cette manière qu'on s'est laissé vraiment, littéralement, enfariner, comme vous dites en Belgique. On nous a vraiment roulé dans la farine et on était tellement demandeurs que c'est même un peu pathétique. On était tellement demandeurs de quelque chose qui arrive vite que Yasser Arafat a dit, il a dit devant moi d'ailleurs dans une réunion à Alger, les accords d'Oslo ne nous donneront pas un État, mais au moins une partie des Palestiniens et leur organisation reviendront en Palestine, parce que nous allons de plus en plus loin. On est parti de Palestine en Jordanie, de Jordanie on a été du Liban on est dans des hôtels en Tunisie, bientôt on sera en Indonésie, de plus en plus loin. Et donc le fait qu'il y avait cet attrait que lui et une part de l'OLP pouvaient revenir, c'était le sentiment qu'il ramenait la Palestine en Palestine. Et c'était une illusion, parce qu'elle revenait en Palestine, mais assiégée au début à Gaza, d'ailleurs, ils ont voulu l'appeler Gaza-Jéricho, il y a eu des dissensions entre eux d'ailleurs, et puis assiégée littéralement lorsqu'ils ont assiégé Arafat à Ramallah. Et donc, je voudrais vous attirer l'attention, et peut-être vous direz à nos amis de l'université de l'ULB combien, et je parle à Alexis en particulier, à la FIDH, mais aux juristes en général, je suis une vieille dame, et il y a 45 ans, si calcul de 82 à maintenant combien d'années, plus que 43 ans. Il y a 43 ans, deux grands juristes que Alexis doit sûrement connaître, qui sont Géraud de la Pradelle et Léo Matarazzo, se sont occupés de très près de la question de Palestine, en particulier après l'invasion du Liban en 82.
Et nous leur avons demandé d'aller nous dire, oui, ils amènent les gens, parce qu'ils raflaient par centaines les militants dans les camps de réfugiés et dans les villes, et ils les amenaient en Israël. Et nous, on n'avait pas moyen d'aller en Israël. Donc, on a demandé à Géraud et à Léo d'aller nous dire qu'est-ce qu'ils font avec ces gens qui raflent. En fait, ils essayaient de leur faire dire qu'il y avait des actions militaires, puisque Sharon voulait justifier son occupation de Beyrouth et ses 3 mois de siège et le crime de Sabra et Shatila en disant dans les camps il y a des terroristes, comme ils continuent à le dire aujourd'hui. Et Géraud me disait, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu autant d'attention à déguiser l'occupation militaire, l'invasion militaire, l'attaque militaire comme au Liban, qui n'était pas un pays occupé, sous des apparences de loi et de juridiction. Ça veut dire qu'ils sont obsédés, et à mon avis, ça vient de comment ils ont eux-mêmes vécu ce qu'ils ont vécu. Que si la loi leur donne le droit de torturer, la Cour suprême, à un moment donné, a légitimé la torture parce qu'elle prévient les opérations terroristes. Ça veut dire qu'on peut torturer quelqu'un si on lui arrache un aveu qu'il va faire une opération. Le 3/4 du temps, les Hatzemel me disaient, ils les torturent parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, comme ils n'ont rien fait. Ils finissent tellement, ils ont mal par dire, oui, j'ai mis une bombe. Pour qu'on leur foute la paix, parce qu'après la torture s'arrête. Une fois. Imaginez que la Cour suprême a légitimé la torture. On légitime l'assassinat des enfants. Vous savez combien d'enfants ont été assassinés en 2021? 77 enfants. 64 uniquement dans l'offensive contre la bande de Gaza au mois de mai. Vous trouvez que c'est normal qu'un peuple qui a vécu tout ce qu'ils ont vécu assassine 77 enfants? Et pourquoi la loi sur la nation dont a parlé Rania est tellement importante? Je pense que les Européens n'ont rien compris. Les Européens n'ont rien compris. Les Européens, cet âge, je veux dire. Ils pensent que c'est parce que c'est encore une fois le respect de l'identité juive. Bullshit! Bullshit! Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'elle vient de vous dire. Ça veut dire, si vous êtes juif, vous êtes protégé par la loi. Si vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas protégé par la loi. Et ça, c'est la définition de l'apartheid. Et je ne connais pas les militants qui mettent une différence entre occupation et apartheid. L'apartheid est la version juridique de l'occupation. Il ne peut pas y avoir d'occupation sans des lois d'apartheid. L'occupation israélienne est la pire qu'on ait vue, parce qu'elle est justement apartheidique. Ça veut dire qu'elle traite les gens selon leur appartenance au judaïsme. Est-ce que vous savez qu'un citoyen palestinien qui n'est pas juif, sur la case de sa carte d'identité, c'est écrit indéterminé? Parce qu'on est déterminé que si on est juif. Si on n'est pas juif, si on est, je ne sais pas moi, j'ai cherché la religion d'Extrême-Orient, bouddhiste ou chrétien ou musulman, on est inexistant. Et donc on n'a pas les mêmes droits. Parce que le droit à l'autodétermination ne s'applique qu'au peuple juif. Et donc tout ce qui n'est pas juif ne peut pas être protégé par la loi. Et c'est comme ça qu'on fait de l'apartheid. Donc l'occupation n'est pas séparée de l'apartheid. L'apartheid est la version juridique des lois qui permettent l'occupation. Et alors, Jérôme me dit, tu t'imagines, on était invités au barreau à Tel Aviv, et il nous disait, mais dites-nous où on viole la loi. Ce n'est pas un territoire occupé, c'est un territoire disputé. Ils avaient inventé un terme que comme il n'y avait pas un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza et à Jérusalem-Est, donc il est disputé, on ne sait pas à qui il appartient. Ils ont inventé ce genre de référence. D'où l'importance du travail juridique. D'où l'importance, même pour les militants politiques, les militants qui travaillent dans les questions sociales, comme vous, à Solidarité Socialiste, même pour les gens qui ne sont pas nécessairement des juristes, il faut montrer le côté pernicieux de cacher toute cette négation totale des droits de l'être humain. C'est la négation du droit depuis l'enfant jusqu'à l'adulte pour lui retirer toute possibilité de défense. Maintenant, bien sûr, l'autorité palestinienne n'a pas fait ce travail-là. Parce qu'elle était tellement contente, comme j'ai dit, qu'elle était légitimée. Et ils ont été très malins, parce qu'ils ont fait tous les côtés de l'apparence de la reconnaissance de l'État. Vous pouvez mettre un drapeau sur le bout du bord de Arafat, vous pouvez même avoir un code 970 pour téléphoner, mais en fait, à quoi ça sert toutes ces apparences?
vous pouvez mal avoir une pseudo-police, et tout ça, ça donne l'illusion d'un gouvernement et d'une souveraineté, mais par contre, vous ne pouvez pas mettre votre pied à Jérusalem, vous ne pouvez pas commercer avec qui vous voulez, et donc il y a eu une manipulation, et il faut dire la vérité, qui a été cautionnée par la communauté internationale. Ce n'est pas seulement nous qui avions besoin de légitimer, la communauté, c'est-à-dire américains et européens, je ne parle pas des Arabes, je vais parler maintenant, attendez-moi. Les Européens et les Américains voulaient à tout prix une solution. Ils voulaient à tout prix dire on a résolu le problème israélo-palestinien. Parce qu'ils avaient tellement peur des répercussions de ce conflit à l'extérieur. Parce qu'ils voyaient ce qui se passait en Europe aussi comme des dénonciations par vous et par tous les gens qui dénonçaient le droit, comme disait Alexis, parce que c'est un droit universel. Ils voulaient vite. Si on peut leur refouler l'idée d'un petit État dans tout ce temps, comme ça on a la paix, ils nous foutent la paix et puis on va faire Barcelone. Ça veut dire du commerce et j'étais pendant 10 ans au processus de Barcelone. Ils voulaient faire des highways, des autoroutes d'Alger jusqu'à Istanbul et de Beyrouth jusqu'à Tel Aviv et je ne sais plus quoi. Parce que, et M. Shimon Peres avait parlé d'un nouveau Moyen-Orient, de coopération économique. Tout ça, c'est de la foutaise. Ils se moquent réellement des citoyens du monde parce que ce n'est pas bâti comme à des pierres sur aucune condition de la paix. La paix a des conditions. Et l'autorité palestinienne n'a pas été à la hauteur parce qu'elle voulait sauver le statu quo. Elle voulait sauver le statu quo. Donc s'il y avait un intellectuel ou une organisation politique ou un militant qui venait lui dire mais est-ce que tu trouves que c'est normal que la police israélienne, l'armée israélienne rentre en territoire, arrêter n'importe qui, que vous collaborez à dénoncer, même s'ils sont des militants de Hamas, des gens qui sont en train de résister, est-ce que vous trouvez ça à ce stade de notre lutte? Ils n'avaient pas de réponse. Et petit à petit, ils se sont délégitimés eux-mêmes. Et donc, lorsqu'ils sont contestés, ils répriment. Et à des moments, ça peut tuer ceux qui répriment. Et donc, aujourd'hui, ils ont été délégitimés à cause de ça. Les élections, par exemple, est-ce que c'est concevable? Lorsqu'il y a 92% des gens qui s'inscrivent pour les élections législatives et puis les présidentielles, Monsieur Mahmoud Abbas décide qu'il ne veut pas d'élection et il décide tout seul, il annonce qu'il a annulé les élections. Il y avait 92% de gens qui espéraient des élections. Moi, ça m'a surpris parce que je trouve que sous l'occupation, il ne peut pas y avoir vraiment d'élections. Mais disons qu'eux, ils habitent là-bas, ils ont le droit s'ils veulent, parce qu'ils ont besoin d'un... Il faut que tu me dises pourquoi tu penses qu'ils se sont inscrits. 92% se sont inscrits pour les élections. Et donc, 92% ont été très déçus qu'on les annule. Pourquoi tu crois qu'ils se sont inscrits? Je ne peux pas parler pour tout le monde. Non, mais comment est ton sentiment? Non, je dis ça déjà comme juste pour indicateur. Mais mon impression était que c'est vrai que, comme je disais, des élections sous occupation, ça n'existe pas. Des élections libres, disons, sous occupation. Mais je pense que c'était un sentiment de vouloir faire quelque chose. De changer quoi que ce soit qui puisse être dans leur capacité parce qu'il n'y a rien d'autre. Ça ne veut pas dire que les élections auraient été efficaces ou qu'elles auraient été pu produire ce changement, mais c'était juste un sentiment d'essayer de faire quelque chose avec les moyens qu'on a à sa disposition. Et je pense que c'est une marque du fait de cette frustration qui existe, de vraiment ne pas pouvoir faire quoi que ce soit sous occupation. Bien sûr, c'est impossible sous le système israélien et même sous le système juridique, que ce soit civil ou militaire, mais aussi de pouvoir changer quelque chose, même si ce soit juste symbolique au niveau de l'autorité palestinienne. Mais alors, je veux dire, nous on voit ça d'ici, bien sûr, mais avec les amis que j'ai en Cisjordanie et à Gaza, alors qu'est-ce que ce peuple qui se révolte, il se révolte contre quoi finalement? Est-ce qu'il n'est pas pris entre l'occupation, l'apartheid, tout ce qu'on connaît déjà, et une incapacité de son propre gouvernement, et donc aussi une révolte contre ce propre... Comment est-ce que les gens réagissent? Comment est-ce qu'ils voient leur avenir, si vous avez une idée, l'une ou l'autre? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quand on est entre le marteau et l'enclume, finalement? On se bat, et tu peux leur faire confiance. Ils se battent de manière très intelligente, parce qu'ils se battent différemment. Vous continuez à le regarder comme si c'était deux nations ou deux peuples qui se battent, ou en tout cas un peuple qui se bat pour avoir des droits et dans les territoires. Eh bien, pas du tout. La nouvelle génération,
elle s'est déterritorialisée. Ça veut dire qu'elle considère que son combat n'est plus seulement local. Ils ont eu, à cause de ce qu'ils ont vu, de ce territoire qui était supposé devenir un État, que c'était n'importe quoi, que c'était du Bambouistan. Ils n'ont pas envie. Si c'est ça, le résultat de 100 années de lutte palestinienne, au diable l'État. Ils feront une autre forme d'État, peut-être une confédération, une fédération, quelque chose qui réponde à ce qu'ils veulent être leurs droits civils, leurs droits politiques, leurs droits culturels, leurs droits d'étudier, de commercer. Et donc, ils se sentent dans une phase différente. C'est pour ça que je voulais parler un peu de l'histoire, mais c'est trop long. Ça veut dire que nous avons fait une lutte pour le territoire, pour la terre, pour les frontières, pour un État, jusqu'à l'échec d'Oslo, qui est déjà depuis un certain nombre d'années. Maintenant, je sens que les jeunes, et c'est très intéressant, parce que entre 67 et Oslo, ça a été surtout les gens de la diaspora qui ont mené le combat. Puis jusqu'à l'intifada, jusqu'à 87. 87 a ouvert le chemin d'Oslo parce que ce sont les gens des territoires palestiniens qu'on appelle les territoires autonomes qui ont pris la direction du mouvement. Et maintenant, on revoit revenir la diaspora. Et moi et Rania, on parle de la même manière. Il y a les réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés, mais vous avez, par exemple, moi, docteur Aboulaïch, que je salue ici, c'est une diaspora. C'est un médecin, professeur de médecine à Toronto, au Canada, et il y a comme lui des centaines de milliers de Palestiniens au Canada, en Amérique, en Europe, dans les pays arabes, qui se sentent aussi palestiniens que lorsqu'ils vivaient à Hébron ou Tormosaya. Okay? Oui, mais c'est pas parce qu'ils vivent ailleurs qu'ils se sentent moins palestiniens. Et ceux-là, ils n'ont pas perdu une once de leur conviction. C'est bien, mais ce n'est pas eux qui vivent sur place, qui ont les Israéliens sur la tête. Je ne comprends rien. Ce qui est pas. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis, ça veut dire. Comment? Le débat. Ah, Qu'est-ce que tu as dit? On va pas abandonner le débat. Mais Maria, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas. Je disais, mais ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas ceux qui vivent à la fois l'apartheid, la colonisation, etc., plus la répression interne quand ils veulent. Mais chacun fait son combat. Ils font aussi le même combat. Et peut-être, regarde aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé le Parti démocrate aux États-Unis? Ce sont les jeunes Palestiniens qui sont rentrés dans toutes les ONG, qui aujourd'hui sont élus au Congrès américain. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sous l'occupation vont arrêter leur combat. Ils continuent à se battre autant, mais la nature du combat va changer, parce que le monde a changé. Je suis d'accord, et la deuxième chose que j'aimerais bien juste dire, c'est que la lutte est la même, c'est une cause. Oui. C'est exactement ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en Palestine ou en dehors de la Palestine que son combat est différent. Pour moi, c'est le même combat parce que c'est le même système auquel on fait face. On a vu en mai, par exemple, l'intifada de l'unité. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire que moi, je n'aurais jamais imaginé, et je pense que d'autres étaient très surpris aussi. Non parce que je doutais de l'unité du peuple palestinien, mais juste parce que ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu ce genre d'unité qui viennent ensemble. Donc on a vu les réfugiés palestiniens qui venaient des frontières du Liban et de la Jordanie. C'est quelque chose qui montre vraiment que pour les Palestiniens, c'est une cause intégrale. Et il faut rappeler aussi que la cause des réfugiés, c'est le fondement de la cause palestinienne. Et donc l'exil est central, l'exil est... Je n'étais pas en train de mettre en cause la diaspora ou le reste. Mais je veux dire, quand on est palestinien de Ramallah ou de Gaza, excuse-moi, mais quand on a envie de se révolter ou de résister et à l'occupation, et qu'il faut en plus se coltiner l'autorité palestinienne, qu'elle soit de Gaza ou de Cisjordanie, c'est quand même différent. Et c'est là que je voulais savoir, quand il y a effectivement des manifestations à Ramallah, quand Banat a été tué, qu'est-ce que veulent ces gens? Leïla disait, les jeunes n'ont plus envie d'un parti. Je pense qu'effectivement, tous ils disent, ni Hamas ni Fatah, on ne veut rien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors? Et quel est leur... Des droits. Des droits, c'est clair. La dignité, mais est-ce qu'ils pensent refaire des mouvements? Les droits de leurs occupants. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils sont intéressants, les Palestiniens. Pourquoi il y a tellement de gens ici? Parce qu'ils se battent en même temps pour revendiquer des droits de leur autorité nationale. Et c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils sont dans les... Il faut que tu les écoutes, parce qu'ils sont dans les manifs. C'est ce qu'ils disent. Droit à la retraite, droit à l'emploi, droit
à tout ça et ils demandent des droits à leurs occupants en même temps, ce qui est héroïque. Tout à fait. Bon, ben alors il y avait, je ne sais plus si Nadia est dans la salle, à quelle heure on doit s'arrêter, ou si Greg ou... Si. Ah, bien, c'est jusqu'à quelle heure? Il y avait encore des questions. Jusqu'à 7 heures. Oh, ça va, donc il y avait encore des questions et on n'oubliera pas le débat. Et donc, Sauf que nous, on ne voit rien comme ça. On ne c'est voit pas pas grand-chose. il y avait encore une question. Alors, quelle est maintenant la stratégie à la fois, et je ne sais plus ce qu'il faut dire, de l'autorité ou des autorités palestiniennes possibles, notamment par rapport à l'apartheid, puisque maintenant c'est quand même au niveau public et des institutions internationales, et en même temps, quelle est la stratégie possible pour les Palestiniens qui vivent en Palestine par rapport et à cette progression finalement de la cause, puisque maintenant il y a quand même une mise en valeur de ce qui se passe réellement. Et donc là, j'aurais voulu vous demander votre avis à tous deux. On voit un peu plus. Oui, je veux bien répondre au début juste pour dire que je suis d'accord avec ce que Laila disait tout à l'heure, que pour les Palestiniens aujourd'hui, la société civile est centrale parce qu'il n'y a pas de représentation de ces demandes des Palestiniens et surtout des jeunes que nous voyons de la part de l'autorité. Et donc, je vais parler tu parlais de stratégie pour faire face au régime d'apartheid. Le plus important travail qu'on voit sur cette question, c'est le travail de la société civile. Et donc, la société civile, par exemple, elle-même, cette campagne contre l'apartheid, on parle d'organisations comme Al-Haq, mais aussi d'ONG régionales comme l'Institut du CAR pour les élus des droits de l'homme, qui sont ici à Bruxelles aussi, qui mènent une stratégie au sein des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, mais aussi l'Assemblée générale, pour une reconnaissance continue du régime d'apartheid. Donc on a déjà plusieurs États qui reconnaissent cette réalité, comme l'Afrique du Sud et la Namibie. Donc c'est très symbolique aussi que ce soit ces deux États qui connaissent la réalité d'apartheid, qui la reconnaissent dans le cas de la Palestine. Et au niveau de l'Assemblée générale, on a des demandes de plus de 200 ONG de la Palestine et ailleurs dans le monde pour une reconstitution de mécanismes qui existaient à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, comme le centre des Nations Unies contre l'apartheid et le comité spécial contre l'apartheid. Donc ce sont deux mécanismes qui ont joué un rôle pour mobiliser l'action internationale contre ce régime et qui ont donné l'opportunité à ce que les États continuent à reconnaître la réalité, fassent de leur part pour ne pas assister à ce maintien de cette illégalité, et bien sûr coopèrent pour mettre fin à travers des mesures efficaces. On parle de sanctions, de désinvestissement et de mesures concrètes de la part de ces États. Donc c'est quelque chose qu'un plus grand nombre aujourd'hui d'organisations palestiniennes et internationales demandent, et ce sont des actions qui peuvent donner place à des mécanismes pour vraiment parler d'apartheid en Palestine. Et au niveau des autorités, alors, Je te trouve très optimiste, Marianne, de dire que tu penses que le concept de apartheid a été adopté par tout le monde, autorité comme société civile. Non, l'apartheid ne s'applique pas aux hommes d'affaires qui font beaucoup de choses aussi à Ramallah. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même il y a eu un rapport en juin, je crois, cette année, de la part de l'OLP qui reconnaît que l'apartheid s'applique au peuple palestinien dans son ensemble. Ce que je trouve très extraordinaire, puisqu'on a déjà dit que l'autorité palestinienne ne représente pas tous les Palestiniens, ni beaucoup de Palestiniens, j'imagine, aujourd'hui. Et donc, une reconnaissance de la part de l'OLP que l'apartheid est applicable vis-à-vis de tous les Palestiniens, y compris ceux qui sont en exil et réfugiés, oui, c'est essentiel. La question de l'apartheid avait déjà été posée par un certain nombre d'intellectuels, dont votre ami Richard Falk, avant Oslo. Parce que, comme tu as dit, elle était appliquée sur les Palestiniens en Israël. En Israël, pendant les premières 5 années, il y avait une loi pour les Israéliens juifs et une autre loi pour les qui était une loi militaire. Donc c'était déjà l'apartheid en Israël. Et d'ailleurs, il y a l'apartheid puisqu'il y a un système qui fait une différenciation puisque la famille est de là-bas. Mais je dirais qu'elle est optimiste parce qu'il faut regarder qu'il y a une nouvelle classe sociale
qui a été encouragé, qui s'est développé en Cisjordanie et dont les intérêts n'ont plus rien à faire avec les intérêts de la grande population palestinienne qui est pas seulement en Cisjordanie, mais aussi dans les camps de réfugiés et qui, elle, si elle trouve son intérêt financier et politique au niveau d'une forme de collaboration parce qu'on ne peut pas faire autrement, le fait. Parce qu'il y a des gens qui vivent très bien, il y a des gens qui vivent très mal. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, au sein de l'autorité palestinienne, il y a une grande détresse. Il y a un sentiment, ça, s'ils ont annulé les élections, c'est parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'allaient pas être réélus, sinon ils ne les auraient pas annulés. Et donc je pense qu'il y a une grande détresse et il y a une absence totale d'imagination pour des alternatives. C'est parce qu'ils n'ont pas les jeunes avec eux. C'est une folie totale pour l'Europe et le reste de continuer à travailler le plus loin pour que je comprenne. Il y a quelque chose de complètement aberrant puisque nous on continue, je dis nous, l'Europe et les autres, à travailler avec cette autorité. Mais vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas décider à la place des Palestiniens que vous allez vous nommer une autorité. C'est clair. Oui. Donc c'est pas aberrant du tout, c'est très bien. Vous travaillez avec les ONG, continuez à travailler avec les ONG, voilà, avec les intellectuels, avec les syndicats, avec tous ceux qui s'intéressent, parce qu'il y en a beaucoup. Et n'oubliez pas qu'il y a les mêmes dans les pays arabes, pas seulement en Palestine. Parce que comme je vous ai dit, l'histoire soi-disant de la pseudo-paix des États comme les Émirats arabes unis, et le Bahreïn, et le Soudan, et le Maroc, c'est encore de la foutaise, parce qu'ils n'ont pas de territoire occupé. Donc comment est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait la paix? Quel pays? Ils n'étaient pas en guerre. Mais en fait, l'accord est un accord sécuritaire et militaire qu'on a bien vu avec la signature de l'accord entre le Maroc et Israël sur des questions purement militaires. Mais je pense réellement que vous ne réalisez pas combien il y a aujourd'hui un hub, un vrai travail, une vitalité intelligente de réflexion. Je parle de la jeunesse parce que moi je pense que je ne vais pas voir les résultats de tout ça de mon vivant, j'ai 72 ans. Mais dans sa génération à elle, il y a une productivité extraordinaire au niveau, mais tu ne peux pas dire stratégie, parce que ce n'est pas un bouton que tu presses. Tu ne peux pas t'effondrer hier et le lendemain avoir une stratégie. Tu t'effondres, tu tires le leçon de ton effondrement, tu analyses tes échecs et tu essayes d'imaginer, de créer une alternative qui sera, j'espère, un jour une stratégie. Mais pour le moment, l'autorité n'a pas de stratégie que de rappeler le quartet, qui déjà a 20 ans d'âge, parler de 2 États lorsque nous sommes d'accord qu'il n'y a plus de place pour un État, et de défendre un statu quo qui n'est plus défendable. Alors, la dernière question avant que la salle puisse poser ces questions, et rapidement, au niveau de la solidarité internationale, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous attendez, que ce soit en Israël, en territoire occupé, ou au niveau international? Qu'est-ce que nous, en solidarité internationale, on peut faire? Ou qu'est-ce que vous voyez comme ligne directrice qui soit pertinente et qui puisse effectivement amener à un changement? Je pense que le plus important, c'est ce qui a été dit au début de cette conférence, c'est de nommer les choses comme elles sont. Ce n'est pas un conflit, c'est une colonisation de peuplement, un apartheid, l'occupation, le blocus. Ça, c'est la réalité des Palestiniens, ce n'est pas un conflit. Et déjà de nommer les choses telles qu'elles sont, c'est très important parce que ça nous permet de remettre en question certaines solutions ou soi-disant solutions qui ont été proposées jusque-là. Et de commencer à penser à qu'est-ce que c'est qui puisse répondre à ces demandes que nous voyons des jeunes Palestiniens qui vivent dans différentes réalités selon où ils sont. Donc, une des premières choses, c'est reconnaître que c'est une réalité d'apartheid. On voit cette reconnaissance qui continue aujourd'hui parmi la société civile, ce qui est essentiel parce que si on pense aux exemples historiques comme l'Afrique du Sud et la Namibie, c'est la société civile qui a joué un rôle essentiel, pas toute seule bien sûr, en soutenant la lutte locale des peuples contre l'apartheid, mais une solidarité qui a permis à ce qu'il y ait place pour vraiment lutter et pour changer cette réalité sur le terrain. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a vu vraiment très clairement, mais pendant cette défense de l'unité, on a vu plein de manifestations à travers
le monde, en Europe, et on voit de plus en plus de solidarité avec le peuple palestinien. Je ne sais pas si c'est plus qu'auparavant, parce que ça a toujours été le cas, mais ce qui est essentiel, c'est qu'on commence à voir des termes comme apartheid, colonisation, de peuplement, dans les médias même, des termes qui n'ont jamais été utilisés par les médias occidentaux quand il s'agit de la Palestine. Et donc c'est un changement de la perception de cette réalité dont les Palestiniens parlent depuis très longtemps. Oui, et je ne sais pas, est-ce que par exemple on devrait prendre une ligne plus juridique pour lutter justement au niveau du droit international et au niveau des institutions internationales, une voie plus juridique? Juridique. Je peux répondre simplement juste pour dire que la voie juridique est déjà en train d'être prise. C'est quelque chose. Partout, je veux dire ici. Mais ce que je dis, on le fait un petit peu, mais est-ce que c'est vraiment là-dessus? C'est l'axe principal. Et la loi n'est pas tout. Donc il faut utiliser les outils juridiques, mais il faut aussi les utiliser dans un sens particulier. Donc chercher la justice internationale. Pourquoi? Pour mettre fin aux injustices qui sont commises sur place. Ce n'est pas seulement la question de juger une autre personne ou un responsable. C'est très important de le faire parce que ça permet d'éviter l'impunité qui est sur place. Mais l'intérêt, c'est de mettre fin à cette impunité et à ces injustices, les crimes qui sont commis, et de permettre au peuple palestinien finalement d'exercer ses droits inaliénables. Donc, cette journée internationale de solidarité, c'est ce qu'on peut espérer. Moi, je pense que vous faites, par rapport à là-bas, en particulier les organisations qui ont soutenu cette journée, je voudrais les en remercier, que ce soit Solidaire Socialiste ou le Mouvement Chrétien, ou la FIDH, ou l'ABP, ou tous les amis qui sont là individuellement, ou pour beaucoup qui travaillent comme Lolita et Marc depuis très longtemps, de continuer à faire ce travail avec là-bas. Avec là-bas, pourquoi? Parce que justement, il y a un tel sentiment d'échec qu'ils ont besoin de vous moralement. Ils ont besoin de vous pour que leur morale continue à savoir qu'ils ont des amis quelque part là-bas en Belgique. Et là, vous le faites très bien, vous le faites mieux que nous. Et vous le faites mieux que les Arabes, qui se lamentent sur le fait que leur régime ont normalisé, qui sont contre la normalisation, mais au lieu de faire une vraie action, qui se contentent de discours. Mais par contre, vous pouvez changer ce que vous faites à l'extérieur. Vous, les organisations de solidarité. Et vous avez vu ce que Pierre nous a dit sur la position de la Belgique quant aux produits qui sont des colonies. C'est une immense victoire. C'est aussi parce que pendant des années, vous avez dit on ne peut pas continuer, nous, Européens, à consommer des produits venant des territoires occupés, colonisés, achetés par notre Union européenne, notre Commission, comme produits israéliens. Et maintenant, vous êtes arrivés à cause de votre combat, je vous promets, ce n'est pas l'autorité palestinienne qui leur a demandé ça. Et donc c'est vous qui avez demandé depuis des années, dans plusieurs pays, d'ailleurs pas seulement en Belgique, qu'il faut préciser la source du produit de consommation. Parce que c'est un de vos droits dans vos lois à vous, Européens. Et sous le biais de la loi européenne qui exige qu'on mette la source, parce que les Européens refusent de boycotter les produits. Hein, ne vous me prenez pas. La loi ne dira pas qu'il faut les boycotter, mais la loi dira qu'il faut que l'importateur reçoive un produit qui spécifie la source. Et la source ne peut pas être le mot Cisjordanie, point final. Si c'est dans une colonie, entre parenthèses, il faut qu'il y ait écrit colonie israélienne. Et la même chose pour Jérusalem-Est, hein, c'est très important. C'est pour ça que le ministre israélien est parti en claquant la porte et en disant que les Belges sont devenus des amis des terroristes. Et donc moi je pense que c'est très important que vous nous aidiez. Je vais vous le dire comme je le pense. Il n'y a plus de diplomatie palestinienne. Donc on a besoin de vous pour aller taper à la porte des membres du Parlement fédéral, du Parlement flamand, du Parlement wallon, aller voir les autorités officielles, aller voir les affaires étrangères dans chaque pays. Et comme vous avez acquis vous-même de la crédibilité, parce que justement vous avez tenu, ça fait combien d'années, 35 ans l'ABP? Combien d'années? 40. 50. Vous avez une crédibilité que n'ont plus les diplomates palestiniens qui vont aller là-bas. Eux, ils ont de la crédibilité. D'ailleurs, la réaction de la communauté internationale sur l'accusation des 6 ONG a été très bonne.
mais aussi grâce à vous, aussi grâce à la FIDH et la Ligue, et à B'Tselem, et à tous les amis israéliens qui sont dans les organisations de l'homme. Mais je pense que nous avons encore une faille terrible, c'est la diplomatie. On ne peut plus accepter, comme a dit Pierre, on ne peut plus accepter le genre de truc qui nous a lu, où le ministre dit il faut comme ça, le dialogue c'est plus important que tout le reste. Dialogue entre qui et qui? Entre l'assassin et la victime assassinée, les enfants assassinés, 77 en un an. Et donc, je pense réellement que vous aurez de très bons résultats si vous ciblez des publics que vous allez travailler. Vous pouvez prendre Hassan Balaoui avec vous. Lui, c'est peut-être le seul qui travaille dans ce bureau. Vous pouvez aller voir les députés, les ministres, et vous avez accès. Parce que si vous allez dans les pays arabes, jamais vous n'allez voir ni le ministre, ni même le député, parce que ces messieurs-là représentent un statut privilégié. Mais dans vos démocraties, une association comme l'ABP peut aller demander un rendez-vous à tout le monde, au ministre, au président du Parlement, aux parlementaires, et ça nous rendra un immense service dans une période où nous sommes en total retrait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une autre diplomatie palestinienne. Elle a existé. Elle a existé lorsqu'on n'était même pas encore reconnu comme un État. Moi, je me rappelle comment c'était en 70, 71, 72. On était beaucoup plus actifs et efficaces que maintenant. Ça reviendra. Je ne suis pas du tout désespérée. Tout ce que je vous dis comme critique sur l'autorité, c'est une réalité. Je crois que nous avons le devoir d'être autocritiques. Je suis très optimiste parce que je sais qu'il y a une nouvelle génération qui prendra la relève. Merci beaucoup. Et bien, la parole est à la salle qui me réclamait avec véhémence. Il y a quelqu'un qui a un micro? Il y a un micro normalement qui passe, j'imagine. Si on pouvait ne pas nous mettre merci dans la beaucoup. face. J'ai une question ou deux questions à Mme Leïla Chahid. Vous avez fait partie de l'autorité palestinienne pendant des années. Vous étiez l'active et la fervente défenseuse d'Oslo, y compris pendant les occasions du 29 novembre. Le 27 novembre? Non, c'est le 29 novembre, pas le 27. Et vous avez participé, vous avez soutenu le dialogue euro-arabe, le dialogue euro-méditerranéen. Et lorsque des gens dans la salle, à l'occasion du 29 novembre, osaient critiquer le processus d'Oslo, vous les avez méchamment critiqués et vous n'étiez pas d'accord. Vous avez défendu Oslo de façon très claire. Pourquoi vous avez changé d'avis depuis que vous n'êtes plus ambassadeur? Autre chose. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit depuis une heure? Vous avez changé d'avis maintenant. Vous étiez pour l'autorité palestinienne, vous avez travaillé avec Arafat et puis avec Mahmoud Abbas. Et maintenant, je suis triste de voir que vous êtes en train d'attaquer notre président Mahmoud Abbas. J'ai dit ça ironiquement. Alors, vous dites qu'il faut compter sur la société civile. Je me pose la question, combien d'ONG existent en Palestine? En Belgique, je crois qu'il y a 480 en tout. En Palestine, d'après un film qui a été projeté par l'ABP il y a quelques années, il y a plus que 4000 ONG. Et ce film-là a critiqué le travail des ONG parce que la plupart sont des ONG bidons qui travaillent en Palestine. Alors, moi, en tant que Palestinien, en tant qu'Européen d'origine jordano-palestinienne, je pose des questions sur vos positions. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, oui, il y a encore monsieur là qui a... Oui, Moi j'ai du mal merci. à donner, j'ai du mal à donner la parole parce qu'on ne voit rien. Si vous Voilà, pourriez voilà. peut-être fermer cela. Vous pourriez Donc, des est-ce fois que là. vous pourriez, Oui, oui. est-ce que vous Mais pourriez c'est se celles qui dire- sont en haut. Voilà. Aïe. Voilà. Oui, une petite question Maintenant, on pour voit. Mme Leïla Chahid. Je suis ravi et très content de l'autocritique de Mme Leïla Chahid parce que quelqu'un qui a travaillé énormément en diplomatie palestinienne
et maintenant avec cette autocritique, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour la jeunesse palestinienne surtout. Mais avant de demander solidarité internationale, je pense que le peuple palestinien elle a besoin de travailler énormément sur la question de l'unité du peuple palestinien. De l'unité ou la unité, oui. Unité. Donc là, par exemple, lorsqu'on parle de diaspora, chaque fois qu'il y a des manifestations ici à Bruxelles ou bien à Liège, on voit, après chaque manifestation, il y a des disputes entre deux partis politiques. Et à la fin du compte, il y a des Belges qui disent qu'est-ce que j'ai fait moi, ici? Est-ce que moi je viens ici pour soutenir le peuple palestinien? Je ne viens pas pour être avec Hamas ou bien Fatah. Donc ça, c'est la question pour unité. Donc pour la question de la diplomatie palestinienne maintenant, qu'est-ce qu'elle fait si elle ne fait rien? Je ne sais pas pourquoi, et même je demande M. Abbas, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc à part, ce n'est pas la valeur ajoutée pour le peuple palestinien d'être à Ramallah, en train de gouverner avec qui, je ne sais pas avec qui, mais je pense que c'est mieux de dissoudre directement et quoi, il faut, là, avec ces gestes-là, là, l'État israélien va être déjà occupant, il ne faut pas faire la comédie de, voilà, deux États. Bien. Merci. Et alors, il y avait une troisième question, on va en prendre trois. Docteur Aboulaïch a demandé. Thank you so much. Today is solidarity with the Palestinian people. And the problem, it's important, I will speak to you as Jesus said, seek the truth and the truth sets you free. It's about the Palestinian nation that is under occupation, and we can't equalize between the occupier and the occupied. So we must diagnose the problem. As a medical doctor, we seek the truth, the diagnosis. It's a Palestinian nation there who is suffering. And when we speak about the Palestinian people, the Palestinian nation every day is offering and paying a major price. They are paying from their pain, from their freedom, from their life, from their blood, from their food, deprivation, and the world is watching it. What can the world do in order to get the freedom of the Palestinian nation? I think it's injustice to torture the victim. It's injustice to blame the patient. It's important to blame those who are audience and always equalize between the occupier and the occupied. And that's what we need to speak about, the occupier, which is supported by many of civilized countries. So it's important, if we are coming today, we need to set up the strategy of the international community. What can we do to support the Palestinians to get their freedom and to get rid of the occupation? Donc on peut peut-être prendre une troisième question, une vraie question. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Oui, bonsoir. En fait, j'aimerais de comprendre comme un Palestinien simple, comme un Belge simple qui n'est pas au courant de tout, la question d'apartheid. Comme on sait bien qu'on mélange souvent avec les termes et on suit des termes qui le posent sur nous. Parfois, ils disent voilà, un État, deux États, confédération, fédération avec la Jordanie, sans Jordanie. Toujours il y a des termes que les politiciens, par rapport à l'intérêt, ils le mettent sur la table et nous on commence à prendre ces termes et on l'utilise, mais avec une mélange pas utile vraiment pour nous les Palestiniens. Est-ce que vraiment vous considérez le terme, l'utilisation de terme apartheid est le plus utile aujourd'hui pour les Palestiniens, en sachant aussi que parfois on était dans des endroits où on a demandé des droits pour les Palestiniens où on était obligé pour
contre ces demandes de reconnaître Israël et leur colonie en Cisjordanie parfois parce qu'on voulait les punir avec un point, mais on était obligé d'être là où on ne doit pas être. Donc votre question c'est de savoir si le terme apartheid est le terme le plus performant, c'est ça? Oui, est-ce qu'il ne va pas nous mettre dans un endroit... Ok, d'accord. Voilà. Moi, je vais peut-être commencer par répondre à M. Barakat, dont je me rappelle très bien. Lorsque dans les réunions, incluses de la BP d'ailleurs, vous preniez la parole, ce n'était pas pour critiquer Oslo, c'est pour faire des discours. Alors, lorsque vous dites que je vous répondais méchamment, c'est parce que vous étiez trop long, tout simplement. Et donc, vous me laissez terminer ma réponse. Et donc, je ne vous ai pas attendu pour faire de l'autocritique, puisque je l'ai fait avant que vous demandiez votre question. Qui n'est d'ailleurs pas une question, c'est une attaque personnelle contre moi. C'est votre droit, vous ne m'aimez pas, il ne faut pas, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Je vous ai dit que moi, j'avais un regard sur ma carrière à moi au sein de l'autorité palestinienne, qui a commencé d'ailleurs longtemps avant que je ne sois ambassadeur, puisque je commençais à être militante à 18 ans et je ne suis devenue ambassadeur qu'à 49 ans. Donc, vous voyez que mon attachement à la cause palestinienne est long. Mais je pense que mon honnêteté à mon égard, à moi-même, c'est pas à vous que je raconte, moi j'ai fait un travail de réflexion autocritique depuis les accords d'Oslo et depuis l'évolution de la réalité sur le terrain, parce que je pense qu'une des grandes erreurs de l'autorité palestinienne, c'est d'avoir perdu le contact avec la réalité. Le plus la réalité devenait difficile, le plus on parlait de processus de paix, au moment où la réalité quotidienne des gens, comme a dit Maria, devenait de plus en plus insupportable. Mais c'est normal, les Algériens, les Vietnamiens, les Africains du Sud ont fait aussi des erreurs. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on apprend de nos erreurs. Et ce n'est pas une question personnelle. Moi, je suis un individu dans une population de 12 millions. Il faut que chacun de nous se demande, nous, Palestiniens. Et avant de demander aux Européens de faire notre travail, ça c'est à toi, Aboulaïch, que je le dis. Avant qu'on demande aux Européens de faire le travail, nous devons faire ce travail, Dr. Aboulaïch. We must do our own job to get rid of the occupation. Not only think all these people who are here are not indifferent to occupation and support Palestine. These people who are here, they are among the unknown soldiers for the Palestinian independence. Ask me where our people, they don't do their part. They are struggling on daily basis. Yes, but I'm telling you about the Arab brothers who are not struggling enough about the to have Palestinian nation. And about, yes, but the Palestinian nation. They are paying from their blood on daily basis. They are killed, people they are tortured, they are humiliated, Dr. they are under siege. So you are talking to people who know this reality every to day. blame our nation. The Palestinian people themselves. I'm talking about the Palestinian people. I agree with you. We need to do self-evaluation for the performance of the Palestinian Authority to learn from the lessons. It's important, but we can't, in the situation in which we live as Palestinian nation under occupation, we are not free to make decisions. Even President Abbas, you are talking, he needs a permit to cross the border, to travel. Anyone, we don't have the most precious thing, to have our freedom. Here we are sitting and we are free to talk everything. For us as Palestinians there, we can't decide and to decide for tomorrow. So I think it's unjust to blame them. There are 6 million Palestinians who don't live under occupation. They are in the rest of the world and they have duties too. Some of them have double nationalities of all sorts of countries. We have to mobilize also these, not only put the burden on the Palestinians living under occupation. 6 million, the majority don't live under occupation. I agree with you. I'm talking about this, and I'm talking about a lot of our Arab brothers who give us lessons about heroism and who say that Palestine is the most important cause and who don't do. You are talking here to people who have been struggling, we said, for more than 40 years as Belgians who support the right of the Palestinians. And I think that the projection of the future, and it's very interesting that we have somebody here who's afraid of the word apartheid. But
But you must not be afraid, on the contrary. Apartheid is a system, it's a political system that has been used by oppressors in South Africa, in Palestine, in a lot of places. We are getting more sophisticated in what Alexei called naming things with their real name. Now we did not use enough the word, and that's why. Pourquoi je parle en anglais? À cause de la collège. Je m'adressais à vous, c'est vous d'avoir derrière. Pourquoi maintenant on utilise? Parce qu'on devient plus sophistiqué, parce qu'on avance malgré toute la misère et le manque de succès, on avance. On sait nommer notre mal. Et les Israéliens nous ont aidés en déclarant la loi sur l'État-nation, en disant seulement les Juifs ont le droit à l'autodétermination, donc le droit au droit. Et donc nous on dit, alors si nous on n'a plus le droit au droit, c'est un système d'apartheid. C'est qu'on devient plus sophistiqué dans la manière de parler de notre propre cause. Ça veut dire qu'on avance. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose comme parce qu'on ne peut pas continuer à parler dans le langage de 67. Et moi je pense que cette nouvelle génération, c'est elle, qu'ils soient juristes ou politiques ou militants ou professionnels, trouve une nouvelle manière. Et moi, je vois comment, parce que je continue quand même à m'occuper beaucoup de la Palestine, même si je ne suis pas ambassadeur, combien le public réagit, jusqu'au point que dans un pays comme les États-Unis, où on a eu très peu d'amis jusqu'à maintenant, on en a beaucoup plus aujourd'hui. Merci. Je veux bien rajouter quelque chose sur ce dernier point, parce que je voulais répondre à la question aussi sur l'utilité du terme apartheid. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, et je veux juste rajouter, c'est aussi l'idée que certains termes n'étaient pas suffisants. On parlait d'occupation depuis très longtemps, et l'occupation reste, elle continue à les prolonger, mais c'est un fait aussi que l'occupation ne vise pas tous les Palestiniens, c'est seulement ces Palestiniens qui sont dans les territoires de 1967. Et le terme apartheid nous permet, au moins, c'est le seul que je vois pour l'instant, qui nous permet de parler de l'unité du peuple palestinien qui subit le même régime au système juridique d'oppression institutionnalisée. Et vous avez demandé si c'est un terme qui est politique, utilisé par les politiques et puis utilisé par les militants, etc. C'est aussi un fait que le mot apartheid était, depuis les années 70 au moins, principalement juridique. C'est un concept juridique qui aujourd'hui est reconnu comme crime contre l'humanité, pour lequel la Cour pénale internationale a la compétence de juger ce crime en Palestine. Donc c'est aussi l'idée d'avoir ces outils juridiques qu'on puisse utiliser pour rendre justice pour les Palestiniens. Mais ce que je pense est le plus important, c'est de dire que le mot occupation reste correct et il faut continuer à l'utiliser. Mais il n'est pas suffisant tout seul parce qu'il ne reflète pas la réalité et l'expérience de tous les Palestiniens. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a ceux qui parlent d'apartheid sans colonisation et sans occupation, et ça c'est un problème aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on reconnaît l'apartheid que ce n'est plus une occupation, et ça ne veut pas non plus dire que la colonisation n'existe pas. Au contraire, si on écoute ce que des organisations palestiniennes et des défenseurs des droits de l'homme palestiniens disent, ils disent très clairement que l'apartheid se déroule dans un contexte de colonie de peuplement sioniste prolongé et dans le contexte d'une occupation prolongée. Ça veut dire que, comme Laïla le dit, on rajoute du vocabulaire juridique qui puisse nous donner ces outils sans oublier le contexte dans lequel on l'utilise. Et donc ce n'est pas seulement en termes politiques, mais aussi juridiques, qui a une connotation importante. On demande la parole. Oui. Mais ça peut-être vous pourrez discuter après. Je vois qu'il y a encore des questions dans la salle. Il y a un doigt qui se lève là. Et puis il y a un deuxième ici. C'est une explication. Oui, il y a un troisième. Attendez, je prends les 3 questions, comme ça c'est fait. Vas-y pour la 3e question. Mélanie. Oui. Allez. Oui, bonsoir à tous et à tous. Bon, ce soir, c'est la soirée de l'autocritique apparemment. On n'entend pas bien. L'autocritique en tant que parlementaire, parce que je suis parlementaire depuis 2 ans au Parlement fédéral. Alors, j'ai entendu parler d'espoir ce soir, et il y a cette phrase qu'on entend beaucoup dans le camp d'Aïda, d'un partenaire de l'ABP, qui disait « Nous n'avons pas le luxe du désespoir en tant que Palestiniens ».
En tant que militant, sans doute qu'on ne doit pas l'avoir non plus. Et pour mettre un peu d'espoir, je voudrais juste quand même dire, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur le politique, qu'en fait, en 2 ans et demi, on a créé 4 incidents majeurs diplomatiques avec Israël en Belgique. 4 incidents. On est le premier Parlement européen à avoir parlé de sanctions contre l'État d'Israël dans un texte voté à majorité. On est le 2e Parlement européen à avoir cette semaine mis sur la table l'interdiction des produits des colonies et à avoir créé la fureur de la diplomatie israélienne. On a essayé d'accueillir DCI Palestine à l'ONU, ce qui a aussi créé un incident diplomatique israélien. Et puis à mon travail qui crée un incident diplomatique israélien un peu tous les jours, ça c'est un autre point. Du coup, ma question, on se rend compte que même si du côté francophone, on va dire que la situation n'est pas catastrophique avec le BTB qui fait un très bon travail, avec le Parti Socialiste et écolo, qu'on est quand même confronté à un moment à une Europe qui est en train, par l'Est, d'aller de plus en plus via des mouvements fascisants populistes, aller vers finalement ce qui est fascisant et populiste, à savoir la structure de l'État d'Israël. On a des ennuis par rapport à ça, mais c'est pas grave. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'on est un peu désespéré de voir à quel point finalement ils avancent très vite de l'autre côté. Les chancelleries européennes tombent une à une, si j'ai envie de dire, dans le récit antiterroriste, islamophobe et anti-palestinien. Et est-ce que la stratégie vers ces pays-là, elle est aussi en train de se construire de la part de la jeunesse palestinienne en Europe? Est-ce qu'il y a en fait un lobby pour pouvoir un peu contrer un moment ce lobby qui s'étend opposé de plus en plus en Europe? Merci. Madame? Oui, là on parlait de l'engagement, enfin dans la discussion, il était mis en avant surtout l'investissement de la jeunesse palestinienne, que je salue aussi bienvenue de la diaspora palestinienne au sein de la Palestine. Par contre, moi la question que je me pose, c'est qu'avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, on ne fait pas partie d'une génération extrêmement jeune. Et je pense que quand vous parliez de votre engagement à 20 ans, moi j'ai 56 ans, j'ai entendu de ces problèmes grâce à mes programmes scolaires. Je ne sais pas où en sont le contenu des programmes dans les pays occidentaux, ou en tout cas, je ne suis pas complètement persuadée que les petits jeunes européens soient au courant de cet apartheid, parce que c'est quand même pas rien. Autant de ma génération, j'ai entendu parler de l'apartheid d'Afrique du Sud, autant je ne suis pas convaincue du tout que ceux qui sont en réto en entendent parler ou à l'université. Donc la question, si je voudrais poser, c'est par rapport au positionnement des universités qui incarnent quand même un monde d'intellectuels et d'engagement idéologique. On est là pour ça, dans les universités. Et qu'en est-il des échanges avec les universités palestiniennes? Est-ce qu'on envoie des étudiants faire des échanges? Est-ce que toutes les universités cautionnent cette cause-là? Parce que je pense que c'est essentiel, c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi d'envoyer des Européens qui ne sont pas palestiniens, ou des Européens palestiniens qui ont quitté la Palestine et qui n'y sont pas retournés, pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe sur place. Moi, quand j'y suis allée sur place, rien que de passer le mur physiquement, je me suis dit, je crois que c'est une des plus grandes leçons d'histoire que j'ai reçues en pleine figure. Pourtant, j'enseigne l'histoire. Et donc, votre question, elle est encore sur l'enseignement et l'application des universités. Ma question, elle est, qu'en est-il du contenu des programmes scolaires en secondaire? Deuxième question, c'est très clair, qu'en est-il des échanges des universités, alors je vais dire si on est en Belgique, l'ULB, l'UCL et d'autres, avec les universités palestiniennes. Okay. Est-ce que c'est possible? Non, mais je me permets d'insister. Oui. Est-ce que c'est possible? D'abord, est-ce qu'ils s'engagent à le faire? Est-ce que les universités s'engagent à le faire? Et si elles s'engagent à le faire, est-ce que l'autorité israélienne le permet en protégeant ces Européens d'aller échanger avec des universitaires palestiniens? Okay. Voilà. Donc, il y avait encore Pierre, maintenant? Oui, mais... Enfin... C'est une question, Pierre. Mais c'est un complément. Vous savez, on parle de l'apartheid, et je comprends l'intervention de madame. Mais l'apartheid, il faut savoir que c'est Desmond Tutu, le premier, qui a dit ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est pire que l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça a motivé vraiment beaucoup d'Africains, parce que soyons aussi capables de comprendre qu'on est différents continents. Et ça a motivé énormément d'Africains dans leur mobilisation pour militer pour la cause palestinienne. La deuxième chose, c'est que l'objectif de Rania, c'est de dire qu'il faut réhabiliter le comité contre l'apartheid parce qu'il a été décrété crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement réservé aux Sud-Africains. Et que de ce fait-là, on peut mener une action politique au sein des Nations Unies pour les obliger à réouvrir
ce comité et que le premier endroit qui est le plus violenté sur la question de l'apartheid, c'est la Palestine. Et le troisième argument, c'est que vous devez savoir que nous aussi, nous avons besoin de légitimer notre action. Et que légitimer le boycott aujourd'hui, c'est le fait de l'apartheid. Légitimer notre action de boycott, c'est le fait de l'occupation. Et donc c'est dans ce sens-là, je veux dire, qu'il faut aussi compléter un petit peu ce qui avait été dit. Voilà. Donc il y avait deux questions. Celle plus politique, est-ce qu'il y a un lobby vis-à-vis des pays, on va dire des anciens pays de l'Est, ou de tous ceux qui sont en train de tomber dans la droite? Et la deuxième question était donc celle de madame sur à la fois l'enseignement et aussi les possibilités d'échange avec les universités. Je ne sais pas Alors, qui peut répondre à moi, quoi. je ne peux pas répondre à celle des lobbies à l'Est, étant donné que je ne fais plus partie de la diplomatie palestinienne. Vraiment, je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Mais les exemples que vous avez donnés, des succès que vous avez pu faire ici, moi je pense que la tragédie européenne ne se limite malheureusement pas seulement à la Palestine. Elle est déjà très tragique pour les questions européennes. Il n'y a qu'à voir comment on traite de la question de l'immigration. Et donc, il y a un vrai mur transparent entre certains pays de l'Europe de l'Est et ce qu'on appelait les vieux pays latins de l'Europe de l'Ouest. C'est un des problèmes réellement très graves. Il n'y a pas de position unie en politique étrangère sur aucun sujet, même pas sur la question de l'immigration, qui est quand même une question commune. C'est dire qu'il faut prendre, en politique, il faut prendre les choses comme elles sont. Vous n'allez pas pouvoir transformer l'Union européenne. Mais tapez aux bonnes portes, puisque vous voyez, parce que vous tapez à des portes d'État comme la Belgique, vous pouvez continuer sur d'autres pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Certains n'ont jamais été sollicités. Et les Scandinaves, c'est les meilleurs, mais ils ne sont pas partie vraiment de l'Union européenne. Donc je pense réellement qu'il y a un travail à faire à partir des ONG de solidarité avec la Palestine. Elles sont vraiment aujourd'hui les plus équipées pour le faire. Pour la question concernant les manuels scolaires, je pense que c'est très important. Tout ce que je peux vous dire, parce que je suis membre du conseil d'administration de l'université de Birzeit, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, et ça, à la différence totale des commissaires européens, parce que c'est plutôt de la même qualité de commissaires. Entre Claude Chesson et Madame la commissaire allemande, il y a une très grande différence. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, il est resté 4 mandats, on renvoie les enseignants non palestiniens de l'université de Birzeit. Ça veut dire on enlève leur droit de résidence, même pour ceux qui sont là depuis 30 ans. Comme par exemple Roger Hickok a enseigné à l'université pendant 30 ans. Un beau jour, il s'est réveillé, on lui a dit tu ne reviens plus. Mais ça fait 30 ans que j'enseigne. Non, tu es étranger, tu ne reviens pas. Et donc, ils sont tout à fait au courant de ce que vous dites. Ça veut dire que l'échange universitaire et scolaire, bien sûr, est tellement important pour nos étudiants, mais aussi pour nos enseignants, parce que c'est comme ça qu'ils ont de l'oxygène. Alors, bien sûr, enlevons les 2 dernières années du confinement. Mais même avant ça, ils veulent complètement couper les Palestiniens de l'environnement mondial. Ils veulent couper les Palestiniens des ONG, ils veulent couper les Palestiniens de la diaspora palestinienne, et ils veulent couper les Palestiniens de toute personne qui aurait envie d'aller travailler comme médecin, comme enseignant, comme juriste. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les Européens tolèrent beaucoup trop. Parce que une des raisons pour laquelle ils ont tellement peur de la CPI, c'est qu'une fois qu'on pourra enquêter et dire qu'un tel général a été mêlé à des crimes de guerre, il ne pourra plus venir se promener à Bruxelles comme avant. Parce que le procureur doit le convoquer devant le tribunal à Bruxelles. C'est pour ça qu'ils ont tellement peur. Il y a tellement de noms sur les listes que ça va faire vraiment un vrai problème. D'ailleurs, ça a commencé au début et ça s'est arrêté. C'est la compétence universelle. Et donc, on cherchait, et elle s'applique aussi aux Palestiniens, pas seulement aux Israéliens. Si quelqu'un peut être trouvé comme criminel de guerre du côté palestinien, il sera aussi convoqué. C'est pour ça que la bataille juridique, elle est aussi très politique. Et c'est le langage commun de vous et de nous. Il n'y a pas d'autre langage que le juridique, parce que nous ne sommes pas solidaires, parce qu'on a la même couleur de peau ou la même religion, parce qu'on croit aux mêmes principes de la démocratie, de l'égalité et de la laïcité. Et si on sort de ce chemin juridique qui est un instrument très important,
on ne peut tomber que dans le nationalisme chauvin ou dans des crises identitaires qui ne sont pas le propos des Palestiniens. Donc je pense que vous avez tout à fait raison de demander que même vous ici, les amis qui sont là, vous intervenez pour voir qu'est-ce qu'on enseigne dans les programmes secondaires en Belgique. Parce que comme vous, je pense malheureusement que le mot apartheid on n'a pas encore, autant il est rentré dans la tête des gens pour l'Afrique du Sud, autant il est... Mais c'est très important d'utiliser parce qu'il rappelle d'autres luttes. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Avant nous, les Africains, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Algériens ont lutté les mêmes luttes. Et donc c'est quelque chose qui enrichit la lutte palestinienne, de rappeler aussi comment les autres luttes se sont faites, parce que c'est cumulatif, comme dit Monique Chemilly et Jean-Claude. Bon, on arrive bientôt à la fin. Moi, je voulais simplement vous dire, madame, qu'il y a au moins dans le Hainaut des écoles d'infirmiers qui envoient en stage des étudiants en Palestine, et jusqu'à présent, ça marche. Donc, il y a aussi des relations, je sais que l'ULB a aussi des relations avec la Palestine. Le problème, c'est que c'est souvent le déplacement et comment les choses peuvent se partager. Donc là, il reste effectivement le travail à faire, mais il existe aussi une association, je crois que c'est PACBI, qui s'occupe des relations interuniversitaires, bon, qui ont des actions, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à faire venir des Palestiniens quand on en a envie, puisque les visas, ça dépend à la fois de nos super consulats qui ont peur du terrorisme et des possibilités que donnent les Israéliens de passer ou pas la frontière. Tout à fait récemment, il y a eu une possibilité avec Erasmus de faire venir la des étudiants palestiniens en Belgique pour les formations. C'est très important. Et donc il y a des échanges possibles. Ce n'est pas aisé, ça prend du temps. On doit passer parfois par les universités européennes en termes de transfert. Mais c'est possible. Ce qui a été permis avec Israël est aussi permis beaucoup plus difficilement avec la Palestine. Voilà. Je voudrais juste compléter à ce propos-là. Ouais. On a parlé avant Marie tout à l'heure de la fondation du docteur Abouelège. Oui, on en a parlé. Autant pour moi, mais effectivement de faire venir des jeunes filles pour étudier en Belgique ou ailleurs. Pas seulement des jeunes filles, j'espère. Pas seulement des jeunes filles. Le problème, c'est plutôt pour l'émancipation des jeunes filles et pas des garçons qui ont d'autres possibilités. 6 ans, oui, d'accord. De mettre les femmes en avant. Alors, désolé, on en arrive dans l'horaire à la fin de ce débat. Ça ne nous empêche pas, quand vous verrez Leila Orania à la cafétéria, de leur parler, de continuer éventuellement. Merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup, Leila.